That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est paru chez De l'Incidence éditeur. D'ailleurs, je remercie Robert Bonamy pour l'aide apportée à la conception de cette émission, qui est paru il y a un certain temps et qui s'intitule L'écriture et la projection. C'est un livre écrit par Marie Martin. On va essayer de, si j'ai bien compris, c'est une série de textes, en tout cas, qui forment ce recueil. Et puis, et Marie Martin est là pour nous en parler. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Alors, je suis très transparent. Je remercie énormément la patience de Marie parce que ça a été très compliqué pour faire cette émission. Bien évidemment, c'est de ma faute, hein. Et donc, merci pour votre patience. Alors, je rappelle quand même que vous êtes ancien élève de l'ENS, vous êtes agrégé de lettres classiques et vous êtes maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Poitiers depuis 2009. Et puis, dernièrement, vous avez publié Qu'est-ce qu'un geste politique au cinéma? Donc, certainement, on parlera de ça, de gestes politiques, avec Véronique Compan et Sylvie Rollet, et c'est édité chez nos amis de Presse universitaire de Rennes. C'était en 2019. Alors, première question extrêmement simple, pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi la raison de ce livre. Tout simplement, quel a été le déclic qui a fait que ce livre existe? Alors, c'est une question simple, mais ça ne va pas être facile ni rapide peut-être d'y répondre. C'est un travail de longue haleine. Vous avez commencé en rappelant qu'effectivement, cet essai se compose de différents chapitres qui ont d'abord été conçus comme des textes apparemment indépendants, mais où manifestement, après coup, avec le sens même que Freud peut donner à la notion d'après coup, j'ai vu une ligne de pensée, peut-être une obsession, à la fois chez moi et chez les auteurs que j'avais lus, que j'avais interrogés. Donc, le point de départ, il pourrait être multiple. Le titre même, l'écriture et la projection, est bien sûr un clin d'œil à Derrida, l'écriture et la différence. Et c'est sans doute grâce à son fils, Pierre Alféry, romancier, poète, artiste, disparu il y a un an, que les choses ont commencé par la lecture de Le cinéma des familles, son roman extraordinaire, où la notion de projection était littéralement interrogée, alors dans le flot d'une écriture particulièrement travaillée, justement dans les phonèmes, dans la syntaxe, dans tout ce qui fait la chair de l'écriture, et où il interrogeait aussi sa propre origine via les images que lui avait renvoyées le cinéma, puisque le livre, Le cinéma des familles, est une espèce de réécriture, en particulier d'un film qui est La nuit du chasseur de Charles Laughton, avec plein d'autres clins d'œil à différents films qui ont forgé la cinéphilie de Pierre Alféry. Donc ce livre-là, découvert en parallèle d'ailleurs avec le très beau western de Christine Montalbetti, m'a rendu sensible à la manière dont l'écriture contemporaine, d'abord romanesque, et puis ensuite j'ai trouvé des exemples en poésie, et d'ailleurs Pierre Alféry est aussi un poète, pouvait porter quelque chose d'une identité contemporaine, d'une identité traumatique du sujet, renvoyée, reflétée, diffractée par les images de cinéma, par les fictions du cinéma, par les scénarios souvent familiaux que le cinéma pouvait porter. Et donc, c'est à partir de ce fil-là que m'avait tendu si magnifiquement Pierre Alféry que j'ai commencé ma réflexion, et ensuite, petit à petit, en l'augmentant au gré d'exemples que je pouvais trouver, et où, alors évidemment, quand on cherche, on trouve, donc je retrouvais facilement les éléments qui pouvaient me permettre de construire cette notion de projection, qui est un concept qui est une métaphore initialement, évidemment. Je propose de la substituer à la vieille catégorie d'adaptation, mais autant l'adaptation, tout le monde voit ce que c'est assez clair, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est plus très stimulant intellectuellement. Autant projection, c'est vrai que bon, c'est flou, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc il s'agissait vraiment de construire la notion pour que la métaphore produise des résultats, produise un éclaircissement des films et des livres que je proposais d'analyser. Donc la projection, c'est quoi? C'est avant tout, dans le corpus que j'ai défini, qui est un corpus à la fois de littérature, mais aussi, je finis par le cinéma quand même, c'est l'opération technique
et ensuite imaginaire, affectif du cinéma. C'est ce qui donne les images de cinéma, ce qui, à partir d'un photogramme, coupe mobile du film, comme dirait Deleuze, mais apparemment fixe, en l'animant, projette sur grand écran une image qui donne à voir quelque chose comme à travers une loupe, qui grossit littéralement quelque chose que peut-être on ne voulait pas voir. C'est aussi une notion de psychanalyse, la projection, alors d'un sens un peu complexe, puisque suivant les théoriciens, suivant les années de l'élaboration par Freud, ça a pu se prendre différentes nuances. Bon. Mais au moins en première analyse, la projection, c'est cette opération psychanalytique où le sujet ne veut pas regarder quelque chose en lui, traumatique, refoulé, bon, et le voit chez les autres, sans se rendre compte que c'est à partir de lui qu'il le remarque chez les autres, mais chez les autres, ça se voit et pas chez lui. Et donc, le cinéma peut facilement répondre à cette métaphore où les écrans nous permettent de voir des choses, de reconnaître à notre insu des éléments qui nous touchent profondément et qui nous touchent d'autant plus qu'on ne veut pas les regarder en face. Donc, ces deux notions, au croisement du cinéma et de la psychanalyse, les romanciers, puis les poètes, à leur manière, dans l'écriture, la remettaient en jeu, construisaient des récits, des phrases avec ces notions-là. J'ai dit que le clin d'œil était déridien dans le titre choisi pour l'essai, l'écriture et la projection, puisque la notion de différence, alors avec un A, mais peu importe, chez Derrida, c'est justement cette idée que la recherche d'une origine, et c'est sur ça que vous m'interrogiez, ça fait vraiment, ça boucle la boucle, la recherche d'une origine est d'une certaine manière fondamentale à l'être humain, et en même temps, cette origine est énigmatique et toujours repoussée plus loin. C'est le fait de la chercher qui est la quête humaine. On n'y arrive jamais, elle est toujours différée plus loin. Et d'une certaine manière, le défilement filmique qui met en mouvement ces photogrammes et qui repousse sans cesse la résolution et qui ne se termine jamais, au sens où même quand le film est terminé, on peut évidemment le réhabiter mentalement, imaginairement, mémorialement. Cette projection-là me paraissait résonner avec la différence. J'aurais pu aussi, puisque j'aime bien rendre hommage à nos chers disparus, penser à Jean-Louis Schaeffer, dans son Homme ordinaire du cinéma, qui, justement, construisant un propos sur le spectateur de cinéma, sur l'enfance inhérente au spectateur de cinéma. D'ailleurs, petit clin d'œil à Pierre Alféry, un de ses essais sur le cinéma en particulier fantastique s'appelle Des enfants et des monstres. Donc là aussi, tout ça est assez cohérent. Schaeffer explique qu'il ne s'agit pas de produire une doctrine, un discours sur le cinéma, mais de produire une écriture. Et c'est ce que font les romanciers et les poètes que j'ai interrogés, ce que j'ai essayé plus modestement de faire, une écriture, c'est-à-dire une recherche dont l'objet n'est pas une construction, mais l'énigme d'une origine. Et donc l'écriture permet de tourner autour de ce centre obscur, jamais atteint, toujours reflété par les pages ou par les écrans de cinéma, et ça fait une espèce de maelstrom où pendant plusieurs années, je me suis perdue ou retrouvée, comme j'aime souvent à dire. Je me permets une petite digression. Oui, c'est vrai, vous évoquez Jean-Louis Schaeffer, donc avec les fameuses images qui nous ont regardés. Mais je rebondis, c'est vraiment une petite digression. Pourquoi, selon vous, ça me parle beaucoup, ça. Pourquoi, selon vous, ça me parle beaucoup dans le sens où, depuis 3 ans, avec cette chaîne YouTube, il m'arrive de côtoyer donc des confrères et des consoeurs qui ont aussi leur propre chaîne YouTube. Et quand on commence à questionner donc ces fameuses images qui nous ont regardées, eh bien, il y a deux manières de réagir. Soit on les considère et on essaye aussi de les revisiter. Donc, c'est ça qui est plus intéressant, parce qu'on essaie de cohabiter le présent avec l'époque où nous les avons. Et puis, il y en a qui disent non. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, ne pas vouloir les regarder en face, finalement, ces images qui nous ont regardés. Et moi, la petite question qui est très simple et très naïve en même temps, mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de les regarder, ces images? Alors, les images qu'on ne veut pas regarder, c'est celles que littéralement notre inconscient ne peut pas nous faire voir en face sous peine d'effondrement du sujet. Il ne s'agit pas, enfin, vous évoquiez une expérience cinéphile de sortie du cinéma et est-ce qu'on revient sur les images ou est-ce qu'au contraire on fait un blackout. Là, initialement, pour la notion psychanalytique de projection, il ne s'agit pas de cinéma, il s'agit véritablement de l'organisation topique du sujet et de la manière dont il se protège
en tout cas de ce qu'il pense être un risque d'effondrement total, en ne regardant pas les choses. Et en même temps, c'est ce fond noir, ce trou noir qu'il habite, qui l'interroge le plus, enfin, qu'il ne cesse de chercher dans tout ce qu'il voit et qu'il projette donc assez littéralement. Est-ce que, enfin, pour m'en sortir, puisqu'il s'agissait, j'ai l'esprit théoricien, que ça produise de la théorie du cinéma intéressante ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que très bien. merci. En tout cas, c'est ma pente, c'est à partir de cas, essayer vraiment de construire un objet qui fonctionne, qui était pensé dans tous ses rouages et qui produise quelque chose d'un nouvel éclairage sur les œuvres. Donc, la question, c'était vraiment de savoir dans quelle mesure on pouvait généraliser cette notion de projection, dans quelle mesure elle produisait un pan, enfin, elle irriguait un pan de la littérature contemporaine et peut-être du cinéma contemporain. Et donc, à partir de là, la recherche du corpus, hein, qui est toujours ouverte, enfin, je propose une quinzaine de cas analysés, mais évidemment, il y en a sans doute plus, puisque ma spécialité initiale, c'est les études cinématographiques. Je ne suis pas du tout spécialiste de littérature, donc évidemment, je ne connais pas aussi bien que des collègues qui pourraient peut-être apporter de l'eau à mon moulin. Il fallait trouver des cas, et le fait même de, effectivement, retrouver ces espèces de boucles scripturales autour de certains films manifestement impressionnants pour leurs auteurs, qui ont fait impression, hein, au sens littéral, m'a permis donc d'envisager en extension, si vous voulez, la notion de projection par rapport à l'écriture. Donc, à partir de là, ce trauma qu'on ne veut pas voir, ce mécanisme de refoulement, qu'est-ce qui peut toucher? Ben, si on théorise, il faut passer à un niveau un peu plus abstrait, et ça peut être deux choses, ça peut être de l'ordre de l'intime. Alors là, Freud revient à la psychanalyse. Il ne s'agit jamais de psychanalyser les auteurs, il s'agit de lire les œuvres et de voir comment le signifiant produit des machines d'écriture ou quelque chose d'un psychisme, alors sans doute intime pour l'auteur, mais qui peut refléter celui du lecteur, donc assez large quand même pour permettre qu'on y habite tous ensemble. Ça peut être cet aspect-là, l'intime, et puis éventuellement quelque chose de plus historique, Dieu sait que les siècles qui nous précèdent, en particulier celui plus immédiat, n'ont pas manqué de traumatisme historique. Donc ça peut être aussi autour de ces images manquantes de catastrophes du XXe siècle que peuvent s'organiser les mécanismes de la projection dans l'écriture. Même si, alors je réfléchis rapidement, c'est peut-être que dans ce livre-là, c'est moins apparent. J'avais travaillé aussi une notion qui est d'une certaine manière un peu connexe à celle d'écriture et de projection, que j'avais appelée à l'époque le remake secret. Il s'agissait plus spécifiquement de cinéma, hein, de relation de réécriture oblique entre des films, un film source, un film réécrivant la source de manière déguisée, pour pas que justement l'image soit trop massivement reconnaissable et puisse faire effondrer le sujet. Et là, pour le coup, tout ce qui était de l'ordre de la double catastrophe qui a rompu le XXe siècle en deux, Shoah, bombe atomique, ont été vraiment travaillés dans ces corpus. Je pense notamment au Sans Soleil de Chris Marker. Voilà. Avant qu'on aille encore plus loin dans l'intériorité du livre, même si malheureusement on ne pourra pas évoquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais ça c'est la grosse frustration de toutes ces émissions sur la chaîne. Mais en tout cas, je rappelle, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur, si vous voulez vous procurer en tout cas ce livre. Juste avant, j'avais j'avais pris une petite phrase qui se trouve dans la deuxième partie, la projection pour écrire, laisser pour voir. Je crois que c'est celle de Godard, et pour qu'on puisse vraiment avoir un aperçu, une idée peut-être de l'intention globale du livre. Je crois que c'est Godard, c'est oui, la grande histoire, c'est l'histoire du cinéma, elle est plus grande que les autres parce qu'elle se projette. Et je trouve que c'est voilà, c'est exactement ça. Tout à fait, j'essayais, je peinais à trouver un exemple de trauma historique, hein, qui pourrait embrayer comme ça le mécanisme d'écriture
projective, comme je l'appelle. Mais oui, Godard, alors le fait dans les histoires du cinéma, qui de fait sont un objet transmédiatique, intermédiatique, hein, à la fois bien sûr les chapitres vidéo qu'on connaît, mais aussi peut-être un peu moins connus les ouvrages hein, dans la NRF. Donc ce sont des objets à l'intersection du texte et de l'image, qui est exactement le lieu que j'essaye d'habiter pour ma part. Oui, Godard a été hanté par la responsabilité historique du cinéma, par ce qu'il considère son échec à voir, ou en tout cas à produire un regard sur des images qu'il a faites, mais que personne n'a pu voir. Donc cette espèce d'aveuglement au cœur même de la projection qui fait qu'on est toujours différé de ce qu'il faudrait réussir à voir, mais qu'on ne peut pas, et on ne l'approche qu'obliquement ou que par cercle concentrique. C'est une des obsessions de l'histoire du cinéma, c'est ce qui rend ces chapitres si forts, si intenses, si précisément à l'intersection de l'intime et du politique ou de l'historique. Puisque Godard a produit certaines des images les plus émouvantes, hein, je trouve que... Je montre toujours à mes étudiants avec une larme dans les yeux la fin de l'épisode 3A sur le grand cinéma italien, mais voilà, c'est quelque chose où à la fois se dit la rédemption historique du cinéma par le néoréalisme notamment, et en même temps les souvenirs cinéphiles de la jeunesse de Godard, la manière dont avec ses amis il regardait ses films, et ils ont conçu justement c'est les outils théoriques et critiques et ensuite poétiques qu'ils ont utilisés. C'est le moment où il montre de manière très fulgurante la figure de Truffaut. Moi, c'est celle-là qui me bouleverse. Mais d'ailleurs, peut-être restons là-dessus, c'est que, et restons un tout petit peu sur les histoires du cinéma, en espérant que ma question a une véritable connexion avec le livre, c'est que là, pour le coup, on est vraiment dans un des sens du mot projection, c'est que je trouve que et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens ont été complètement perturbés au départ. Après, bon, ils avaient compris ce qu'ils n'avaient pas compris dès le début, c'est qu'il y a comme ça des espèces de fulgurances dans cette manière de questionner l'identité de Godard, sa cinéphilie, mais aussi, comme vous le dites, l'écriture et la projection. J'ai l'impression que dans l'histoire du cinéma, cette projection, elle est pas... C'est-à-dire qu'elle ne nous est pas montrée de manière linéaire, et il y a des espèces de fulgurances comme ça. Parfois même des répétitions, qu'elles soient sonores ou visuelles. Et ça crée quelque chose en nous qui est assez indescriptif, en fait. Alors, je serais tentée de l'appeler l'écriture filmique de Godard, hein, et qui est précisément, je crois qu'il y a un lien très profond avec ce que j'essaie de montrer. Ça me touche que vous l'ayez senti et que vous proposiez la discussion, puisque précisément, si on essaye d'habiter la notion de projection, de la rendre concrète, pas simplement une métaphore un peu vague, mais ce que peut faire la projection cinématographique, comme technique et comme poétique du cinéma, ce sont plein d'effets sur le défilement, sur la vitesse, sur l'éclairage, le sens même de la réversion temporelle éventuellement. Enfin, on peut jouer vraiment sur plein d'aspects au niveau de la projection. Et donc, ce qu'on appelle l'effet flicker, le clignotement, qui a beaucoup été travaillé par le cinéma expérimental, c'est un des propres du cinéma, hein, qu'aucun des autres arts, au point d'ailleurs que certains artistes plasticiens ont pu extraire le projecteur et ses effets de clignotement, de projection lumineuse, et les mettre dans des salles sans écran, et je pense à Anthony McCall évidemment. Donc ce que peut faire la projection en termes plastiques, Godard effectivement l'utilise pour son écriture filmique, qui est une pensée absolument explicite, hein, puisque les termes ne cessent d'être martelés par sa voix un peu d'outre-tombe ou pré-posthume à l'époque. La projection, c'est ce qui frappe, la lumière me frappe dans le dos et projette l'image sur l'écran. Bon, bien sûr, je glose, et beaucoup moins bien que fait Godard, je ne vais pas me lancer dans une imitation, mais voilà, il était habité par cette question, et la manière dont il a repensé son mixage vidéo, ce que lui permettait de faire la vidéo, j'y reviendrai peut-être, parce que techniquement, la vidéo, ce n'est pas un outil de projection, mais on voit bien que là,
il a utilisé les composantes techniques et affectives de la projection à partir d'un autre médium, d'une autre technique, mais peu importe, c'est vraiment la projection qui est centrale. Et il a fait ce mixage d'images, ce mixage de clair-obscur, comme vous disiez aussi, de répétition, parce que c'est aussi un effet syntaxique, la projection, qui permettent justement d'approcher sans cesse ce cœur obscur, ce cœur battant, qui est central dans tout sujet, et qui aussi personnel soit-il pour l'auteur, nous touche d'une certaine manière parce que ça touche l'homme ordinaire du cinéma qu'on est tous, et l'enfant donc fasciné par les images qu'on est encore si on aime le cinéma. Donc oui, Godard, il n'y a pas d'études spécifiquement consacrées à Godard, mais c'est un des fils rouges. Ça aide aussi à définir dès l'introduction combien la projection, certes, est une métaphore, et j'y tiens, enfin, souvent, certains collègues d'études cinématographiques sont très prudents à l'égard de toute utilisation de métaphores pour construire des notions théoriques. Je crois au contraire qu'on ne peut écrire et parler et dire son rapport au cinéma qu'en le ressaisissant dans les métaphores qui essayent d'être le plus juste possible pour approcher quelque chose d'une impression forte ou fugace, enfin, d'autant plus forte qu'elle a été fugace et qu'on court après, qu'elle est sans cesse différée. Donc Godard permet d'assumer que ce soit une métaphore, que ce soit peut-être une métaphore délirante aussi, et j'y tiens, enfin, que les esprits forts, les esprits positivistes, n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire, bon, effectivement, personne ne commence à écrire un livre en disant « bon, je vais consciemment projeter tel film dans telle page d'écriture ». Ça ne fonctionne pas comme ça, mais je pense que c'est vraiment un mécanisme fondateur pour l'écriture de certains auteurs, qui m'ont touché particulièrement. Et voilà, par l'écriture que je lisais chez eux, j'ai essayé moi-même de l'intérioriser, de l'incorporer et de la restituer dans des pages qui, j'espère, sont claires, mais qui en même temps tenaient à être écrites aussi, à être travaillées dans l'écriture, parce que c'est un continuum pour moi. Bah d'ailleurs, on va tout de suite s'intéresser à ça au sommaire assez rapidement. Alors, il y a deux choses qui sont assez drôles. Bon, là pour le coup, je me permets une parenthèse très subjective. C'est que je vois Laurence Schifano et je me dis, tiens, ça me rappelle mes cours de cinéma avec Laurence Schifano à l'université Paris 10 de Nanterre. Et donc voilà, donc il y avait aussi Jacqueline Nakache. Alors là, c'est encore mieux, hein, Jacqueline Nakache. Donc ça me fait toujours quelque chose de voir ça. En tout cas, c'est un plaisir. Et ensuite, donc la projection pour écrire. Donc Laurence Schifano qui fait une préface, projection à nous voir poétique. Ensuite, la projection pour écrire, l'essai pour voir. Puis ensuite, l'optique et le psychique, cinéma et roman des origines. Ensuite, le petit cinéma portatif de Jérôme Gamme, supplément à la vie de Barbara Loden ou des projections nommées Wanda. Emmanuel Carrère, l'enquête et le secret. Yannick Hanel, faire exister le cinéma dans l'invisible. Un diptyque de Paul Ochatkowski-Lawrence, l'éditeur, et pas que, un nouveau genre dans la littérature contemporaine, et ensuite la projection et l'écriture filmique, et puis ensuite To Be Continued. Voilà, à ma manière. Et alors vous dites, quand on cherche, on trouve, effectivement, mais il y a quand même, comment dire, on sait un peu où est-ce qu'on veut aller parfois, même si on peut se retrouver devant des situations qu'on n'avait peut-être pas soupçonnées. Et c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs dans l'écriture. Mais moi, ce qui m'intéresserait pour le coup, c'est, et vous l'avez dit dès le début de l'émission, c'est que c'est un long projet. Donc, est-ce que pense par exemple à Emmanuel Carrère, l'enquête et le secret, est-ce que tout ça aussi permet finalement de cerner aussi une forme d'identité, une recherche d'identité, par exemple. Et je prends comme exemple Emmanuel Carrère, l'enquête au secret, ou voir tous ces textes que vous nous proposez, est-ce que le fil conducteur serait aussi d'essayer de cerner une forme d'identité, une recherche identitaire? Je vais vous répondre, mais je rebondis sur Laurence Schifano, puisque moi aussi j'ai été son élève et voilà. je ne savais pas, mais effectivement, les choses font sens après coup. Oui, c'était ma directrice de thèse et effectivement une interlocutrice privilégiée, une relectrice toujours attentive et qui m'a fait l'honneur et l'amitié d'écrire cette préface
avec la générosité qui a toujours été la sienne tout au long de mon parcours. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle vous ait marqué comme enseignante parce que… Moi, j'étais pas un très bon élève, hein. J'étais plutôt un peu turbulent. Mais, J'ai pas dit que j'allais lui demander si elle se souvenait de vous. Non, faut pas. Jacqueline Aka, je pense qu'elle se souvient de moi, c'est sûr et certain, mais j'étais pas un très bon élève aussi. Bon, j'étais à ma manière, j'étais un peu, voilà. Mais Laurence Kisfano, qui est l'autrice, entre autres, je dis bien entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais moi, je me souviens, et je l'ai encore d'ailleurs dans la bibliothèque, un remarquable ouvrage sur le Visconti. Et ça, c'est. Voilà. Bon, la biographie de référence. Exactement. Alors, puisqu'on en est à évoquer nos souvenirs nanterrois, c'est pour Jacqueline Nakache qu'initialement, j'ai commencé à réfléchir à partir de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, puisque vous me posiez la question sur lui, puisqu'elle avait organisé avec Régis Salado à Paris 7, Paris Cité maintenant, je crois, un colloque sur Carrère. Et donc, j'avais voulu travailler sur le diptyque de Carrère, un roman russe, et Retour à Kotelnitch, c'est-à-dire un récit et un film documentaire, où effectivement il est déjà dans une démarche qu'on ne peut pas nommer autofictionnelle, c'est pas ça, mais peut-être autobiographique. Pareil, je redis disclaimer, je ne suis pas spécialiste de littérature, donc j'espère que des collègues ne prendront pas mal que j'appelle rapidement ça de l'autobiographie de la part de Carrère. En tout cas, des recherches autour d'une identité troublée, dont il exhibe les symptômes tout au long du récit, un roman russe, et dont précisément le roman russe est une manière d'élucidation, en remontant dans une généalogie familiale jusqu'au grand-père, le père d'Hélène Carrère d'Ancos, la famille Zouravitchvili, disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans doute pour fait de collaboration. Et alors, littéralement, ce trou noir, ce vortex familial d'autant plus honteux qu'il a été rendu secret, parce que en soi, il n'y a rien de honteux à avoir des grands-parents qui ont pu commettre telle ou telle chose. C'est le secret, c'est le silence imposé. On retrouvera cette configuration chez Paul Tchaikovsky-Lawrence dans son propre diptyque filmique, essai filmique, Sablé sur Sarthe et éditeur. C'est le secret, c'est le silence imposé qui ont problématisé le rapport à l'identité. Et donc, le film Retour à Kotelnitch, c'était d'abord… a été un projet qui est né à partir d'un reportage commandité par envoyé spécial à Emmanuel Carrère sur un soldat retrouvé 50 ans plus tard, amnésique, soldat perdu, Andrache, je ne sais plus son nom, pardon, que Carrère donc va pour un 50 minutes télévisuel, manière très peu écrit, uniquement écrit, et c'est ça qui lance le point de départ mais voilà, si un soldat a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors sur le front de l'Est, pour le coup, réapparaît, il faut que je retrouve ou que je réfléchisse autour de la figure de ce grand-père. Et donc, les deux œuvres, le diptyque, fonctionnent comme ça. Et c'est vrai que ça a été un des fils de ma réflexion, le diptyque. Soit que… je l'ai toujours utilisé, la confrontation de deux œuvres, précisément comme un relais d'écriture projective pour moi. Puisqu'il s'agit de comparer deux œuvres comme si c'était deux photogrammes, alors le jeu de cette différence, si on veut, mais en tout cas, comment leur confrontation mettait des choses en mouvement. Soit que j'organise de manière un peu artificielle le diptyque. J'ai commencé par rappeler que le point de départ, ça avait été la double lecture un peu fortuite du cinéma des familles d'Alféry et de western de Christine Montalbetti, que j'ai réuni dans un corpus pour les faire travailler ensemble, pour commencer à construire cette espèce de notion où il fallait à la fois qu'il y ait une recherche sur les mécanismes optiques, affectifs, psychiques, et psychique de la projection pour construire l'écriture. Et ensuite, je l'ai mis au travail sur des corpus où les auteurs eux-mêmes proposaient des diptyques, avaient cette manière d'organiser leur différence dans l'écriture autour de deux œuvres, soit deux écrits, soit un film et un récit ou roman ou poésie. Donc, oui, quête de l'identité, c'est pour ça que j'ai été conduite dans un des avant-derniers chapitres. Alors, vous avez gentiment lu le sommaire, mais je précise la partie qui s'appelle « Un nouveau genre dans la littérature contemporaine ». Il y a un point d'interrogation quand même. Oui, pardon, oui, c'est vrai, j'ai pas…
c'est le moment où je ressaisis, donc un peu tard dans le livre, avant de passer plus spécifiquement au cinéma, à l'écriture filmique de Claire Denis et de Léos Carax notamment, je réfléchis plus spécifiquement à décanter les traits communs de tous ces textes que j'ai réunis sous le nom d'écriture contemporaine projective. Et donc, effectivement, quelque chose comme une thématique commune. J'utilise la notion de genre que j'emprunte à Rick Altman. Alors, il construit la notion pour les études cinématographiques. Le genre cinématographique pour Rick Altman ne peut se constituer que dans un croisement de 2, voire 3 ensuite modalités, la modalité sémantique, la modalité syntaxique, et ensuite il rajoutera pragmatique. En gros, pour le dire, enfin pour l'expliquer peut-être plus clairement, parce que j'ai l'habitude de le faire avec des étudiants qui résistent un peu à cette idée de sémantique, syntaxique, trop de noms en hic, ça les... Bon. Le sémantique, ce serait enfin tout ce qui est de l'ordre de la chair sur un squelette, ouais. Et la syntaxe, le syntaxique serait le squelette lui-même, l'articulation des os, et tout ce qui est sémantique, ce serait tout ce qui habille ces os. Donc, pour qu'il y ait un genre, il faut qu'il y ait le corps entier, il faut le squelette, donc les histoires, les morceaux d'histoire toujours un peu identiques qui s'articulent entre eux, et des éléments thématiques, formels qui se répondent. On voit ça justement avec Western, hein, à la fois une histoire qui serait la rencontre d'un double, d'une altérité d'un autre soi, le sauvage, de part et d'autre d'une frontière, et puis ça ce serait l'élément syntaxique, et du côté de l'élément sémantique, on aurait tout ce qu'on connaît, les chevaux, la poussière, le Grand Ouest, même la période historique à certains moments. Pour cet éventuel genre, alors je ne suis pas sûre que ce soit un genre, et évidemment pour les littéraires, c'est absolument pas un genre, puisqu'il y a 4 grands genres dans la littérature mondiale depuis les origines, la poésie, le théâtre, le roman, et peut-être l'essai comme 4e genre. Donc voilà, ce que je propose là, ce serait un genre au sens cinématographique. Quel serait le squelette, quel serait le noyau syntaxique original? Précisément une quête d'identité, précisément la confrontation, la constitution d'un sujet moderne, d'un spectateur, d'un homme ordinaire du cinéma, enfin d'un homme ordinaire qui se constitue dans une identité troublée, différée via son rapport aux images de cinéma. Et puis la sémantique, les habillements, ça sont un peu plus labiles, dépendent un peu plus après des personnalités même des auteurs, mais on a quand même cet intérêt sur l'identité. Vous avez tout à fait raison, je pense que c'est central, une identité qui se construit dans un miroir obscur, dans le miroir obscur du cinéma, dans ces images qui nous regardent et donc qui nous hypnotisent, qui nous fascinent, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'important et qu'on essaye par l'écriture de tourner autour. Si on prend par exemple, alors je rappelle encore, parce que je ne l'ai pas assez dit, dommage, enfin, c'est l'écriture et la projection chez De l'Incidence Éditeur, et puis dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus pour vous le procurer. Par exemple, quand on prend supplément à la vie de Barbara Loden ou des projections de Mes Wanda, alors ça c'est pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est par rapport au film important, Wanda de Barbara Loden, je voulais vous demander, et de manière plutôt un peu plus globale, quels seraient est-ce qu'il y aurait des enjeux politiques liés à la projection? Voire sociaux même, des enjeux sociaux aussi. Je sais que vous m'interrogez fort gentiment comme si j'étais la spécialiste de la chose. Oui, c'est moi qui le propose, donc d'une certaine manière, c'est à moi de répondre. Après, je suis toujours un peu gênée avec ce sentiment d'illégitimité. Bon, je ne suis pas sûre de donner une réponse définitive. Je n'ai pas en tête toutes les œuvres possibles. Bon, voilà, c'est à nouveau un disclaimer, mais je vais quand même vous répondre. Je n'ai pas trouvé de ces choses-là. Alors, on a parlé de Godard. Si, c'est massif chez Godard, mais il n'est pas directement dans le corpus de littérature contemporaine, qui est mon corpus premier. Les auteurs dont je parle sont plutôt dans une quête d'identité personnelle, intime, dont les traumatismes peuvent résonner avec ceux de tout un chacun via la part secrète, la part personnelle qu'on a tous. Au contraire, si je le dis en mauvaise part, et Dieu sait que j'adore tous les livres et tous les films dont je parle, hein, mais
voilà, la critique peut-être au sens politique qu'on pourrait leur adresser, c'est presque un certain narcissisme. Ce mécanisme de se chercher soi-même dans les histoires du cinéma implique quand même, me semble-t-il, une certaine déconnexion du monde des enjeux sociaux, du monde politique. Donc, non, je ne crois pas. J'espère ne pas leur faire, que cette réponse n'est pas due à ma méconnaissance d'eux-mêmes, parce que par ailleurs, quelqu'un comme Pierre Alféry, comme homme, était tout à fait engagé politiquement, il a contribué à la revue Vacarme, il a pris des prises de position. Enfin, voilà, là, je parle vraiment des textes, puisque, encore une fois, j'ai séparé les personnes qui ont écrit ces textes et qui ont une vie de citoyen, des textes eux-mêmes. Les textes eux-mêmes me semblent dans une quête un peu parfois solipsiste même, où les autres personnes, les autres personnages, qui soient de la vie concrète qui est racontée ou des figures d'écran, sont sans cesse des miroirs, enfin des images en miroir qui sont renvoyées à celui qui écrit, à celle qui écrit et qui se cherche, me semble-t-il. En tout cas, ça aide à mieux comprendre le monde. Ça, par contre, pour le coup, c'est évident. Tout à fait, on peut construire l'argument, vous avez raison, puisque j'ai parlé qu'on pourrait les accuser d'un certain narcissisme en mauvaise part. Oui, se comprendre soi, essayer de clarifier son rapport à son identité, à sa généalogie, à son roman familial, ça ne peut que produire des êtres plus équilibrés. Bon. Mais là, on sort un peu de la littérature. En tout cas, suivant les œuvres dans lesquelles il se reflète, ça peut être plus ou moins apparent, ce motif politique ou social. Je pense à Yannick Enel, qui choisit de s'absorber dans un corpus américain, Coppola, Apocalypse Now, le Cimino, La porte du paradis, pardon. Là, il y a un propos politique. Vous voyez, à mesure que je parle, pardon, vous vouliez de tenir que maximum 40 minutes, il faudra m'arrêter un moment. Mais voilà, à mesure que je leur fais mieux justice, et c'est de ça que j'avais peur en commençant, c'est pour ça que j'ai un peu commencé par dire que voilà, c'était peut-être un oubli ou une méconnaissance de ma part. Quelqu'un comme Enel, en utilisant ce corpus, produit dans son roman « On tient ferme sa couronne », à la fois l'espèce de journal intime vertigineux d'un écrivain qui est un peu son double, Jean Deschelles, paumé, anarchiste, contestataire, et en même temps produit quand même une critique virulente via aussi les cinéastes qui l'interrogent, du capitalisme américain, de la manière de ce colonialisme sur les terres indiennes. Et ça, c'est fondamental pour le coup, c'est le propos même de ce récit-là, de faire se réverbérer ensemble, au point même que désormais la société actuelle pourrait l'accuser d'une espèce de concurrence victimaire ou de tout mélanger. Bon, faire se réverbérer ensemble le génocide indien, la guerre du Vietnam et la Shoah, puisqu'il utilise dans un chapitre la figure de, que je ne dise pas de bêtises, c'est Zhukovsky, me semble-t-il, en tout cas d'un poète américain qui justement, avec ses cut-ups de registres de procès depuis le 19e siècle, fait apparaître une image de l'Amérique complètement sauvage, brutale, enfin de l'Amérique blanche, de l'Amérique colonisatrice, pas du tout civilisatrice, mais au contraire d'une brutalité sans nom. Et le personnage Deschelles fait comme ça miroiter les uns dans les autres la catastrophe juive, la catastrophe indienne, au point d'ailleurs qu'il s'en moque. Et je pense que c'est cet outil projection-là qui est typiquement à l'œuvre, dont on peut mesurer à la fois la productivité et peut-être les dangers aussi, dans cette espèce de maelstrom, de vortex qui fait s'enrouler autour d'elle-même des images qui renvoient toutes à ce fond obscur qui, là, pour le coup, est politique et historique. Donc, c'est l'exemple peut-être. Et puis sur un roman russe, oui, pardon, il y a Carrère et son nombril, bien sûr, et sa maman, mais il y a quand même aussi l'histoire
de l'Empire soviétique, enfin post-perestroïka. Il y a aussi d'autres vies classiennes, pour reprendre un autre ses romans, et qui touchent peut-être un peu plus à des enjeux politiques brûlants que la vie même de Carrère. Dont il se moque, enfin, il a conscience d'être dans son nombril, dans son petit baquet de protection sensorielle, s'il fait une expérience à un moment où il va s'isoler dans une bulle. Bon. Y a les deux. Sans cesse, un rapport de diastole et de systole, de recontraction sur soi, et d'expansion dans l'écriture qui peut toucher plus largement, peut-être plus politiquement. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse là aussi, quand vous évoquiez votre méthodologie, en prenant donc, quand on parlait de l'identité, de la double identité, de prendre 2 films, etc. Je pensais bien évidemment à Godard et Notre Image avec les 2 images, mais lui, à un moment, il parle de chant contre chant. Est-ce qu'on peut associer ça à votre méthodologie, le chant contre chant? J'ai préféré le terme diptyque. Ouais, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que j'étais pas... Le modèle, alors... Après tout, le chant contre chant est vraiment une figure de cinéma, une figure créée, enfin supportée par la projection, par le défilement. Aujourd'hui, on l'utilise pour, enfin, ça veut tout dire et son contraire maintenant aujourd'hui. C'est ça le petit souci. Oui, voilà, c'est surtout 2 images, l'une par rapport à l'autre, le chant contre chant, alors que pour le coup, moi, j'avais plutôt en tête une espèce de fonctionnement, même de stéréoscope, si vous voulez, 2 images côte à côte, qu'un 3e sujet regarde, et c'est dans les délires géométriques de Godard sur la projection, si vous pensez à Autoportrait décembre, la JLG, GLG, où il fait une espèce de généalogie complètement folle de la projection en allant jusque à des choses qui résonnent très tragiquement aujourd'hui, la Palestine, Israël, la stéréo, enfin bon, toute cette espèce de construction qui à l'époque l'a beaucoup fait accuser justement d'anti-sionisme, voire d'antisémitisme. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est le triangle, c'est un point focal qui regarde 2 choses ensemble et qui les met en mouvement imaginairement. On peut aussi penser à toute la méthode du cinéaste expérimental Ken Jacobs, qui justement, via les outils techniques numériques, a permis de réanimer des vieilles photographies, des vieilles images de stéréoscope américains, notamment 2 images d'esclaves dans un champ de coton. Et comme ça, c'était 2 images de stéréoscope et l'ordinateur les fait bouger de manière hypnotique jusqu'à créer une espèce de vertige, de mise en mouvement totalement circulaire, pour le coup, une boucle qui bat, qui frémit, qui nous absorbe, qui change, qui semble redonner vie à ces fantômes d'esclaves et qui permet justement un effet physique, un effet affectif, un effet émotionnel très fort. Donc, c'était plutôt cette idée de diptyque que j'avais en tête. Est-ce que dans un diptyque, une image est toujours le contre-champ de l'autre? Pas forcément. Ça peut être juste la jonction un peu décalée qui permet la mise en mouvement, la différence, la projection. Alors, quand vous dites, si je me souviens bien, la sémantique, ça serait donc la chair, et la syntaxique, ça serait le squelette, mais alors donc la dialectique, finalement, la projection serait la dialectique, en fait. Alors, si vous voulez le dire comme ça, c'est aussi un mot devant lequel mes étudiants sortent leur revolver assez souvent. Donc, alors, pour tout vous dire, si on reste chez Rick Altman, lui, le mot qu'il rajoute à la méthode sémantique syntaxique, c'est la pragmatique. C'est-à-dire, pour constituer un genre, il faut aussi savoir ce que les gens, à une certaine époque, ont appelé genre. Je ne peux pas prétendre que Star Wars est un western parce que personne n'a appelé Star Wars un western. Alors, il manque des éléments sémantiques, il manque des éléments syntaxiques, mais en plus, personne ne l'a reconnu comme ça. Si jamais quelqu'un se risquait à ça, peut-être de manière pragmatique, on pourrait enrichir la définition du western. En tout cas, dialectique, pour quand même vous répondre, pas sur un pied de nez, ça implique un dépassement, une arrivée. Enfin, alors, il y a plusieurs sens dans l'histoire de la philosophie. Si on en reste à l'idée que le dépassement peut toujours être à nouveau dépassé, la négation niée elle-même, si on reste hegelien, pourquoi pas dialectique? En tout cas, ce qui m'importe, c'est de ne pas arrêter le mouvement, de ne pas se dire on est arrivé, on a fait la 3e partie dialectique de la fameuse dissertation, et là, on est sur un point fixe. Dans l'écriture et la projection, il n'y a jamais de point fixe. Il y a toujours quelque chose de
qui se diffère lui-même, qui continue, d'où la conclusion que j'ai intitulée To be continued, dans un clin d'œil au cinéma, mais surtout à l'idée d'une analyse interminable. Ouais. Bon. L'écriture et la projection, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses aussi à digresser. C'est ça, le dialogue aussi. Et un livre écrit donc par Marie Martin qui était là aujourd'hui pour nous en parler. Et c'est édité chez De l'Incidence Éditeur. Et encore une fois, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée au livre sur le site de l'Incidence Éditeur, l'écriture et la projection. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir consacré du temps. En tout cas, c'était un plaisir et merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Partagé, merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.